Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Élection municipale, lourde défaite pour le Parti Socialiste, les Verts, la Macronie et la France insoumise. Macron, un champ de ruines. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aider. Merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Manu Combe, ma chère Fernande Richter, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Souvenez-vous, à Paris, c'était le 6 mars et j'écrivais ce tweet. Élection à Paris, un vrai choix cornélien. Soit vous votez pour Rachida Dati, la corrompue, candidate d'Emmanuel Macron, soit vous votez pour Emmanuel Grégoire, le corrompu, soutenu par François Hollande, qui lui-même soutient Emmanuel Macron. Un vrai dilemme, en somme. Et le résultat ? Et là, Grégoire est élu au deuxième tour avec près de 50% des voix. Oui, il est réélu et très largement. Pourquoi ? Parce que les voix des macronistes, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour Bournazel, Macronard au premier tour, se sont reportées non pas sur Rachida Dati, mais sur Emmanuel Grégoire. La Dati est explosée. Natacha Apolloni réagit à la défaite de Rachida Dati à Paris, au municipal, en lâchant que la France insoumise ne s'est pas reportée sur Grégoire en votant utile, et que donc la principale leçon, c'est que Dati n'était pas une bonne candidate pour la droite. C'est ce que je craignais, hein. Dati représente trop cette Macronie détestée et surtout la corruption. Vous me direz, mais Emmanuel Grégoire, c'est le scandale du périscolaire, mais je pense qu'une grande partie des Parisiens qui ont voté n'étaient même pas au courant de ce scandale. Il y avait eu un véritable blackout sur les médias de grand public. Seule la réinformation vous en a parlé. Et puis, faut pas non plus se leurrer, hein, la clientèle bobo s'accroche à ses privilèges. Les enfants martyrisés, abusés, ils n'en ont strictement rien à faire. Et ce n'est pas la première fois que je le constate. Dans le Figaro, municipal 2026, la droite n'avait pas besoin d'une star pour gagner la mairie de Paris. Elle avait juste besoin d'une personne qui ne suscite pas de rejet. Et Rachida Dati fait partie des personnalités politiques suscitant le plus de rejet en France et à Paris. Et ces andouilles s'en aperçoivent maintenant. Mais en même temps, comme dirait Le Poudré, quand on regarde le vivier des candidats macronistes, on aperçoit des tocards, des corrompus ou des pervers qui nagent en eau trouble. Impossible donc de pêcher un candidat propre. Le verdict est tombé, un coup près. Pour les macronistes, c'est une raclée historique. Il fallait voir Gabriel Attal se féliciter de la victoire de 200 maires. Non, pas 500, 200, alors que 500 était leur objectif. Finito est fini. L'art de transformer encore une fois une dérouille électorale en victoire. Et ce qu'il y a même de drôle dans l'annonce de Gabriel Attal, c'est que dans ces 200 maires qu'il revendique, il y a surtout des coalitions, généralement avec les LR, parfois avec les socialistes. Autrement dit, les candidats macronistes cachent généralement leur appartenance au parti d'Emmanuel Macron. Trop fort, le Gabriel Attal. Dati perdant à Paris, la dernière débâcle d'Emmanuel Macron. Un bel enseignement donc à tirer de ces municipales, la Macronie, c'est terminé. Un peu comme les Verts. La vague verte, perdue par Marine Tondelier qui s'est alliée avec la France insoumise. 4 métropoles perdues, Bordeaux, Poitiers, Annecy et Besançon. Tondelier, la petite veste verte de rage. Ah, ces écologistes, ces forcenés qui voulaient nous imposer l'écologie punitive, les aides-feux et tout l'attirail de ce que nous appelons dans ces entretiens l'escrologie. Eh bien, ils se prennent une veste au municipal. Ils sont sanctionnés par les électeurs, justement,
pour leur dinguerie. Et leurs alliés, la France insoumise, même constat. Les alliances de la France insoumise avec le reste de la gauche n'ont pas toujours été fructueuses là où elles ont eu lieu. L'escrologie et maire sortante de Strasbourg, alliée à la France insoumise, Jeanne Barséquian, s'est inclinée face à la socialiste Catherine Trottmann, quant à elle alliée à l'ex-candidat d'Horizon. Malgré son union avec le candidat socialiste, le député de la France insoumise Damien Maudet s'est incliné à Limoges face au président de la métropole, Guillaume Guérin. À Toulouse, l'union de la liste insoumise et socialiste n'a pas réussi à la gauche puisque le candidat de la France insoumise, François Piquemal, est arrivé en deuxième position derrière le maire sortant d'hiver droite, Jean-Luc Moudinque. Il y a eu un mouvement de masse des électeurs qui sont venus voter contre des listes d'alliance avec la France insoumise. Et même cause, même conséquence, même punition, puisque Brest passe à droite, ce n'était pas arrivé depuis fort longtemps, et la même chose à Avignon. Municipal 2026, l'ancien journaliste Olivier Galzi est élu à Avignon avec 40% des voix. Et c'est la même punition à Clermont-Ferrand. L'alliance PS-LFI, le déshonneur et la défaite. Et Lyon. Ah, ça s'est joué à pas grand-chose. Grégory Doucet, 50%, et Jean-Michel Aulas, 49%. C'est le même scénario qu'à Paris. Le clientélisme bobo a fonctionné à fond au profit de Doucet. Et puis, Aulas a été jugé trop proche d'Emmanuel Macron. Mais bonne nouvelle malgré tout. La métropole de Lyon bascule à droite, Véronique Sarcelli gagnante. Dans un communiqué, Bruno Bernard a reconnu sa défaite. Au QG de Grand Cœur Lyonnais, l'annonce de la victoire à la métropole de Lyon a totalement fait oublier la défaite de Jean-Michel Aulas à Lyon. Les cordons de la bourse seront tenus par une droite revancharde. Les crédits, par exemple, pour tous ces bobos risquent d'être coupés, si on en croit leurs promesses. Et à Marseille, Benoît Payan est largement élu, mais Franck Alizio fait plus de 40% des voix. Dans ces 50% de Benoît Payan, combien de morts ont voté pour lui? Combien de procurations arrachées dans les maisons de retraite? Pour comprendre cette ironie, voir mon dernier entretien. Une inconnue qui va diriger la métropole de Marseille. On en saura un peu plus demain. Quant au Rassemblement national, c'est un score historique, 40%. Et il a obtenu des mairies. Résultat à Marseille, second tour des municipales, secteur 6, Olivier Rioux, Rassemblement national, il bat la droite. Et même chose, résultat à Marseille, second tour des municipales, secteur 5, élu Eleanor Betts. Le RN progresse dans les grandes villes. Alors, certes, le Rassemblement national n'a pas gagné Toulon ni Nîmes, mais ce n'est pas passé très loin. Nîmes, la ville est donc clairement de droite, mais comme les cadres LR n'ont pensé qu'à leur poste, elle sera dirigée par les communistes. Parce que le candidat du Rassemblement national faisait 38% et que le candidat LR, 21%, 59% si les listes avaient fusionné. Contre la gauche unie, 40%. Julien Sanchez, Rassemblement national, annonce déposer un recours en annulation des élections municipales à Nîmes suite à de nombreuses irrégularités constatées. Mails de propagande, tracts diffamatoires, etc. Il faudrait également qu'on s'interroge sur les procurations, dont je vous ai déjà parlé, les machines à voter et le rôle des journalistes. Voyez cet échange. C'est une pluie de victoires du Rassemblement national. On peut le dire comme ça, mais c'est pas vraiment ce qu'on a décrit sur le terrain. Oui, vous pouvez décrire quelque chose de faux, monsieur Fogiel. Ah bah non, mais les résultats, c'est des résultats. Jamais le Rassemblement national n'a gagné autant de villes. Et je tiens ici à pousser un petit coup de gueule parce que sur TF1, sur un certain nombre de chaînes... Parce que c'est une évidence, c'est une pluie de victoires pour le Rassemblement national. On vit vraiment une époque formidable à cause de ces journalistes aux ordres. Les macronistes prennent une raclée historique à ces élections municipales, c'est une victoire. Le Rassemblement national engrange victoire sur victoire, c'est une défaite. Orwellien. Voyons ce qui s'est passé à Nice. Éric Ciotti est élu maire donc, et Christian Estrosi, battu à Nice par Éric Ciotti, annonce se retirer de la vie politique. Bon débarras.
Et donc 71 maires RN UDR et apparentés élus ou réélus pour ces élections municipales de 2026. 2 villes de plus de 100 000 habitants, Nice, Perpignan, 10 villes de plus de 30 000 habitants, Montauban, Fréjus, Cagnes, Carcassonne, Castres, Sifour, Marignane, Carpentras, Menton, la Seine-sur-Mer. En 2014 et 2020, le Rassemblement national ne dirigeait qu'une dizaine de communes. Et il ne faudrait pas oublier Tony le Prêtre, seul maire Frexit de notre pays. C'est d'ailleurs ce qui manque à la France. Il faudrait que ces élections de 2027 soient autour du Frexit, pour susciter des vocations et pour faire comprendre à nos compatriotes que c'est la seule solution. Quelques défaites emblématiques maintenant. Malgré sa scandaleuse union avec la France insoumise et avec la bénédiction de François Hollande, le PS perd la mairie de Tulle. Laurent Melun, d'hiver droite, est le nouveau maire. Sans cette mairie de Tulle, François Hollande ne pourra plus être élu député. Même punition à Pau. François Bayrou est battu à Pau. Jérôme Marbeau est élu maire. Et pour en finir avec la France insoumise, alerte défaite de la France insoumise. La France insoumise a perdu les 2 seules villes qu'elle administrait jusqu'à maintenant, Faches, Tuménil et Grabel. Quel est donc le bilan que l'on peut faire de ces élections municipales ? Regardons le vote dans les 50 plus grandes villes françaises. Résultat des élections municipales, 3 tendances sur les 50 plus grandes villes. Léger recul des gauches, 3 villes. Progression RN UDR, plus 1. Et la France insoumise, plus 2. C'est leur seule victoire. Fusion entre LR et Renaissance, Horizon. On ne compte pas le nombre de barons locaux LR qui ont ajouté à leur liste le soutien d'Horizon ou de Renaissance en 2026. C'est une tendance très marquante. Macron a beau avoir été ministre de Hollande, les partis héritiers de sa politique s'allient systématiquement avec les Républicains qui semblent s'en réjouir. Un présage d'une candidature commune pour 2027, au Havre, Édouard Philippe, qui a été réélu, était officiellement soutenu par Horizon et LR. Reformulons autrement. Les LR récupèrent la branche droite macronarde, quant aux socialistes, eh bien, ils récupèrent, eux, vous en doutez, la partie gauche. Et les bobos ont verrouillé tous les centres-villes. Mais à Lyon, par exemple, ils perdent la métropole. Quant aux Verts, ils ont disparu. Un point qu'il ne faudrait pas non plus oublier. Les classes populaires ont peu voté. Le taux d'abstention avoisine les 43%. Et pour vous donner une idée plus exacte du vote en France, j'ai volontairement changé la couleur du brun en bleu ce soir. Et ça claque. Preuve que la France est définitivement à droite. Les bobos des grandes villes peuvent pleurer, la vraie France profonde a parlé. Fini le marron, place au bleu patriote. On continue, le vent tourne et il est bleu. Il faudrait maintenant un bleu plus Frexit en France. Carte de ces élections satiriques. Candidature vampirique, bobo écolo intello, que vous retrouvez à Paris, Lyon ou Marseille. Municipal 2026, il existe désormais 2 France qui ne se croisent plus. D'un côté, la France qui produit, expulsée des centres-villes par une fiscalité confiscatoire. De l'autre, une caste de vampires bourgeois qui la siphonne sous couvert de justice sociale. Bonjour les subventions. Le bilan de leur modèle. 57% de dépenses publiques pour subventionner des privilégiés en appartements haussmanniens à loyer dérisoire pendant que le privé se loge à 1 heure de son boulot. 6% de déficit pour maintenir des armées de fonctionnaires territoriaux et des emplois fictifs dans des associations citoyennes qui ne servent qu'à leur réélection. Cela s'appelle le clientélisme. Ce que je vais dire, ce n'est pas de l'optimisme, mais c'est de la lucidité. Le système économique socialiste est voué à la faillite. En 2027, à mon avis, tout cela sera balayé. Allez, on va passer à la page internationale. Regardons le prix du baril de Brent. Cela signifie que les propos de Donald Trump n'ont plus beaucoup d'influence sur les cours du pétrole. Plus personne ne semble être dupe. En effet, ce week-end, a-t-on assisté à une colossale manipulation ? D'après les Américains, les Israéliens, les Iraniens ont retiré des missiles
d'une portée de 4000 km sur une base américaine, Diego Garcia, dans l'océan Indien. 4000 km, vous vous rendez compte? Mais l'Europe pourrait être touchée. Les Iraniens, qu'en pensent-ils? Un haut responsable iranien a déclaré à Al Jazeera: l'Iran n'est pas responsable des attaques de missiles sur Diego Garcia et n'en est pas à l'origine. Certains pourraient me rétorquer: oui, mais c'est la propagande iranienne, elle ne vaut guère mieux que la propagande de Donald Trump. Voyons voir. Le gouvernement britannique dément officiellement la menace de missiles iraniens sur l'Europe, contredisant la psychose alimentée par les médias français. Alors que les plateaux TV multiplient les cartes alarmistes, le ministre Steve Reed affirme qu'aucune preuve n'existe. Il n'y a aucune évaluation permettant d'étayer ce qui est dit. Londres prend ses distances avec l'escalade verbale du président Trump et refuse d'être entraîné dans une guerre totale. Pendant que la presse cherche à vous effrayer avec des menaces fantômes, tiens, cela me rappelle le Covid. La réalité diplomatique est tout autre. Pourquoi les chaînes d'infos françaises cherchent-elles à propager cette terreur infondée? Quels intérêts défendent-ils? Demandons à un expert, le général Alcazar. Colonel Hervé Carès, cette supposée interception d'un missile iranien volant en direction de Diego Garcia au-dessus de la mer repose uniquement sur des déclarations de sources américaines. Que cette information soit vraie ou fausse, sa manipulation ou son instrumentalisation offre un grand intérêt pour une coalition en situation d'impasse, voire d'échec dans cette guerre. C'est un argument supplémentaire, après l'argument économique, pour pousser les Européens dans cette guerre, pour ce qui concerne la France, afin de couper court à tous les hystériques qui sévissent sur les plateaux TV. Rappelons que la France a une dissuasion nucléaire qui la protège et sanctuarise son territoire national. Pour avoir un autre son de cloche de cette presse poubelle, ne ratez pas le bulletin 282 de Xavier. Après le Japon, aujourd'hui, un pétrolier indien a payé l'Iran en yuan chinois pour traverser le détroit d'Ormuz. Des analystes internationaux soulignent que la politique militaire désastreuse de Trump a engendré le pétro-yuan. Le déclin du dollar en tant que monnaie mondiale est amorcé. Et c'est ainsi que l'Iran pourrait tripler son PIB en prélevant 10% de la valeur du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz. Voilà ce qui se passe quand on lance une guerre sans réfléchir. Le bilan au bout de 21 jours de l'opération La Fureur d'Epstein. C'est bien vu ça. 1. Le pétrole russe est sorti des sanctions, comme le pétrole iranien. Les navires paient 2 millions de dollars à l'Iran pour passer par le détroit d'Ormuz. Plus de 100 milliards ont été perdus sur les marchés boursiers. Le F-35 s'est avéré inutile. Les bases américaines sont sous attaque constante et ils ont remplacé Khamenei par son fils Khamenei. Et le Moyen-Orient n'est plus qu'un champ de désespoir. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Elon Musk qui a qualifié des procureurs français d'attardés mentaux. Eh bien, Elon, c'est pas très gentil pour les attardés mentaux. Une affiche de l'élection de 2024, comment dirais-je, qui a très mal vieilli. Un article du Point pour dénoncer la fin de vie a été pris au premier degré, hélas, par certains. Mais on va rebondir sur cet article en faisant cette chose. Une offre d'emploi cherche bourreau pour élimination de personnes faibles, âgées ou déprimées. Profil, absence de conscience, de cœur, de valeur. Recherché, qualification, électeur socialiste ou macroniste. Transition toute faite. Emmanuel Grégoire remercie ses électeurs à vélo. On dirait une affiche de film avec Franck Dubosc. Et les socialistes se mettent au travail. Dès demain, ils vont se creuser la tête pour savoir comment pourrir la vie un peu plus des Parisiens, augmenter leurs impôts, caser leurs salles de S et quels appartements réquisitionner au passage. On sent également la grande campagne de presse pour défendre les animateurs du périscolaire, avec peut-être Dany. Jacques Lang est un innocent. Emmanuel Grégoire est un type formidable. Oui. Ça y est, mon salaire est hybride. La moitié passe en électricité, l'autre moitié passe en essence. Pas mal.
Marseille, séquence émotion. Sébastien Delogu de la France Insoumise a voté dans l'école primaire qu'il a fréquentée jusqu'à la fin de ses études en CM2 à 16 ans. Autre belle image, Benoît Payan qui vote à Marseille. Une idée qui devrait être appliquée un peu partout. Un Français propose de déplacer les camps de migrants dans les villes qui auront voté la France Insoumise aux municipales ou socialistes. Municipal toujours, Gabriel Attal se félicite de parvenir à se féliciter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.